Nous allons maintenant écouter Anaïs Boyon, professeure à la faculté des sciences du sport à l'université Paris-Saclay, pour une intervention intitulée « Le genre de l'avantage physique, l'exemple de contrôle de sexe dans les compétitions sportives ». Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de partager mon bureau. Alors, en préambule, moi, je voudrais dire juste commencer donc remercier les organisatrices pour cette journée d'études qui s'avère passionnante. Moi, je vais faire clairement une présentation féministe, dans le sens où, pour moi, au sens étymologique du terme, pour moi, le féminisme, c'est l'égalité. Et donc, les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tout être humain, et la volonté que les femmes aient exactement le même accès aux activités physiques et sportives que les hommes. Du coup, moi, ma présentation sera clairement, résolument féministe. Je l'ai intitulé « Le genre de l'avantage physique, l'exemple des contrôles de sexe dans les compétitions sportives ». Donc, je vais vous parler des contrôles de sexe aujourd'hui. Quels sont-ils ? Des contrôles de sexe ont donc été instaurés par tirage au sort pour la première fois lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest par la Fédération internationale d'athlétisme en 1966 et généralisés dès 1968 par le Comité international olympique sous la forme d'examens médicaux imposés aux sportifs. Ils sont nommés donc contrôle de sexe dans les archives de la commission médicale du CIO dès 1967 et ils sont également désignés au cours de l'histoire comme test de féminité ou contrôle de genre dans les années 90. C'est d'ailleurs, et ça a du sens et c'est très important, la mise en place concomitante des contrôles de sexe et des tests de dopage qui va motiver la création en 1964 de la commission médicale du CIO chargée de leur organisation. Quel est l'objectif de ces tests ? Eh bien, il est assez simple, c'est de débusquer d'éventuels hommes se faisant passer pour des femmes afin de remporter des médailles et de mettre un terme aux soupçons émis au sujet du sexe, du genre de certaines sportives, c'est-à-dire de s'opposer à une supposée fraude sur le sexe. On pourra y revenir, mais je tiens à souligner ici qu'aucun homme ne s'est fait passer pour une femme dans les compétitions de haut niveau, que ce soit dans les championnats du monde ou dans les Jeux olympiques. On pourra y revenir lors du débat. Les protocoles et méthodes d'examen ont évolué avec le temps. On est passé donc de tests morphologiques et gynécologiques à des tests cytologiques, notamment le test du corpuscule de Barr, qui avait pour but d'identifier le deuxième chromosome X, puis à une nouvelle méthode dans les années 90, celle génétique du PCR-SRY, qui avait cette fois-ci pour finalité d'identifier le chromosome Y. Celle qui le passait avec succès recevait alors un certificat de féminité que je vous affiche. Depuis les années 2000, ces tests sont exécutés maintenant sous la forme de dosages hormonaux, notamment celui du taux d'androgène. L'organisation des contrôles a également varié. Auparavant, il était pratiqué obligatoirement avant les compétitions internationales sur toutes les candidates inscrites en catégorie dames, sous peine de suspension. Ils sont devenus, depuis 2000, aléatoires. Leur mise en œuvre repose donc sur quoi ? Sur des soupçons au sujet des rumeurs au sujet d'une athlète dont les performances et ou l'apparence est alors jugée trop masculine, entre guillemets. Depuis 2012, à la suite... Voilà, j'avais oublié de vous montrer le troisième test. Depuis 2012, à la suite de l'affaire Caster-Semenya, du nom d'une jeune coureuse sud-africaine du 800 mètres, soupçonnée de ne pas être, entre guillemets, une vraie femme, suite à sa victoire au championnat du monde de Berlin en 2009, et à qui des tests hormonaux ont été imposés, la Fédération internationale d'athlètes et le CIO ont remplacé ces fameux contrôles de genre par des nouveaux règlements relatifs à ce qu'ils appellent l'hyperandrogénisme féminin. Ceci impose des dosages puis des traitements hormonaux aux athlètes, dont la production naturelle d'androgènes, en particulier de testostérone, est jugée excessive. En effet, la testostérone est considérée par les équipes en charge de la rédaction desdits règlements comme responsable des écarts de performance entre hommes et femmes. La testostérone, injectée et ou absorbée, figure dans la liste des produits interdits par le Code mondial antidopage de l'Agence mondiale antidopage. Le taux jugé trop élevé de cette hormone est alors assimilé à une forme de triche dissimulée. Les règlements accréditent en fait l'idée qu'ils procureraient à ces athlètes un avantage dit déloyal. Or, les contrôles de genre n'ont jamais eu pour objectif de déceler les femmes anabolisées, dopées, qui auraient développé artificiellement puissance et force musculaire.
Certaines sportives que j'ai rencontrées m'ont indiqué qu'elles n'avaient reçu aucune information claire sur les tests, parfois présentés comme un simple prérequis à l'obtention d'une licence internationale et donc souvent confondus par les sportives elles-mêmes avec un test antidopage supplémentaire. En théorie, ces deux questions, donc, parce que souvent dans les médias, etc., on voit cet amalgame, cette confusion qui est faite, cette osmose. Triche par dopage et mystification sur l'identité sexuée doivent être disjointes. Or, dans la pratique, pourtant, elles sont inextricablement liées et la confusion est accrue par le fait que les corps des sportives bouleversent les représentations normatives de la féminité. Si demain, je me mets à soulever de la fonte pendant toutes les semaines pendant 35 heures, il est évident, pour faire du lancer de marteau ou de l'haltérophilie, que mon corps va changer. Cependant, les injonctions au respect des normes de genre et de sexe apparaissent dans l'histoire comme étant souvent incompatibles avec les injonctions propres au monde sportif de performance et de dépassement de soi. Ces critiques et ces soupçons sur le mauvais genre, mais je pense qu'il faut le dire plutôt le mauvais sexe des athlètes, ont progressivement donc conduit à remettre en question non seulement le genre, donc, mais aussi le sexe des athlètes, en supposant que les femmes les plus performantes seraient alors, en fait, des hommes déguisés ou du moins des femmes dont l'authenticité du sexe serait discutable. Ces contrôles sont pratiqués sous l'égide de la biomédecine, font du champ sportif un cas particulièrement intéressant pour questionner la bicatégorisation de sexe et ses conséquences sur les individus qui ne s'inscrivent dans aucun des deux groupes de sexe, médicalement et socialement légitimes, donc lisibles, et notamment les athlètes intersexes, soit, pour reprendre une définition du collectif Intersexes et Alliés, des personnes nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires, type des corps masculins ou féminins. La recherche a cependant démontré depuis très longtemps l'insuffisance des catégories binaires hommes-femmes pour rendre compte d'une réalité plus complexe. Je pense aux travaux, par exemple, d'Anne Fausto-Sterling ou à ceux de Vincent Guillot qui parle, lui, plutôt d'archipel du genre. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler de la coureuse de haies espagnole María José Martínez Patino que j'ai rencontrée en 2019. En effet, souvent, vous voyez dans les médias qu'on aborde le cas de Caster Semenya. Or, je crois que pour mieux appréhender cette problématique et toutes les polémiques que l'histoire de Caster Semenya souligne, il est fondamental de se replonger dans l'histoire du sport pour mieux comprendre où on en est aujourd'hui. Qui est-elle, María José Martínez Patino? C'est une coureuse de haies sélectionnée en équipe d'Espagne dans les années 80. Elle passe avec succès le test du corpuscule de barre pour la première fois en 1983 à Helsinki, lors des championnats du monde d'athlétisme, en application des réglementations fédérales. Un certificat de féminité lui a été ainsi fourni. La référence à un examen médical, pour ce qui est un examen biologique exercé en dehors de tout critère ou cadre médical, contribue à créer la confusion entre la bonne santé de l'athlète et sa réussite au test. Les corps des athlètes réussissant ou échouant au test sont donc répartis finalement entre sains d'une part et déviants et ou pathologiques d'autre part. C'est ici donc une définition normative de la santé des sportifs qui est dessinée par les instances dirigeantes sportives. Mise en concurrence avec les papiers d'identité et les passeports sportifs, qui d'ailleurs mentionnent tous le sexe, ce certificat de féminité est pour les athlètes s'inscrivant dans les épreuves d'âme, alors le seul document faisant foi aux yeux des instances dirigeantes sportives, ce qui suppose qu'il puisse alors exister un sexe sportif, uniquement contextuel, en dehors et indépendamment à la fois du sexe civil, du sexe social et du sexe vécu. Or, l'oubli de son certificat au championnat du monde universitaire de Kobe en 1985 va imposer à María José Patino un second passage du test, auquel elle échoue alors, malgré l'emploi de la même méthode. Cela illustre bien le manque de fiabilité du test, évalué postérieurement entre 60 et 70% de fiabilité, et pouvant fournir de faux positifs ou de faux négatifs. María José Patino est invitée à feindre une blessure pour éviter le scandale et à se retirer du monde de la compétition. Elle retourne en Espagne. Elle attend alors 2 mois avant de connaître les résultats du test et le cariotype qui a suivi. Elle refuse le verdict de la Fédération internationale d'athlétisme et de la Fédération espagnole d'athlétisme, ainsi que leur consigne de feindre à nouveau une blessure, et elle décide de continuer à s'entraîner, de participer aux championnats nationaux d'athlétisme de 1986, dont elle va remporter l'épreuve du 60 mètres haies. Ce geste de refus et de critique des règlements est tout à fait exceptionnel dans un univers aussi normatif que le sport de haut niveau. En réaction à ce refus de la sanction,
Son dossier médical est alors dévoilé dans la presse, malgré le sceau du secret et de sa condition de femme XY qui est rendu public et discuté dans la presse. Passant du pôle d'identification positive de la championne à la figure repoussoire de la tricheuse, Martinez-Patino va alors être exclue de l'équipe nationale et de la résidence des athlètes à Madrid et se voit même retirer sa licence. C'est donc par une décision interne au monde du sport et selon des critères qui officiellement ne concernent que l'éligibilité à des compétitions que son identité perçue par elle-même et par les autres subit des modifications. L'athlète décrit l'humiliation subie dans une de ses très nombreuses publications scientifiques. Elle raconte « Si je n'avais pas été une athlète, ma féminité n'aurait jamais été remise en question. Ce qui m'est arrivé, c'est comme d'être violée. On doit ressentir la même sensation de violation et de honte. Seulement, dans mon cas, tout le monde a regardé. » La RFEA accuse Patino d'avoir rompu le pacte de discrétion scellé entre eux et occasionné l'irruption du scandale. La responsabilité de son éviction lui est donc imputée, ce qui lui dénie la qualité de victime, alors que c'est bien la Fédération d'athlétisme qui a usé de son statut en tant qu'institution, ayant le monopole des sélections sportives, en détournant l'usage du secret médical en moyen de pression et de sanctions disciplinaires. Maria décide alors d'intenter un procès pour la divulgation de son dossier médical et atteinte à son intimité qu'elle remporte en août 86 devant le tribunal de Madrid. Elle prend alors l'initiative de passer un grand nombre d'examens endocrinologiques, radiographiques aux États-Unis, financés en partie par l'indemnité de 20 millions de pesetas reçue suite au procès. Le diagnostic de son insensibilité totale aux androgènes permet la traduction de sa conviction intime d'être une femme dans le langage des institutions sportives et vient appuyer la démonstration qu'elle n'aurait pas alors fraudé sur son sexe. C'est-à-dire qu'elle a beau être chromosomiquement XY, ses cellules, ses récepteurs n'assimilent pas la testostérone qui peut être produite par son Y. En déconstruisant l'idée de fraude et en démontrant qu'elle ne tire aucun avantage donc significatif de la possession de son chromosome Y, elle retourne la logique des institutions sportives, femme éligible pour la compétition, car sans avantage physique estimé par rapport à ses concurrentes, elle peut être de nouveau reconnue comme femme. De fait, la Fédération internationale d'athlétisme, réunie à Séoul en 88, va accepter de discuter du dossier médical constitué à l'initiative de l'athlète et donc de la réintégrer. Elle peut ainsi tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Barcelone, mais vous imaginez la violence et la douleur et les difficultés qu'elle a subies. Elle échoue cependant de peu et elle mettra un terme à sa carrière de haut niveau. Or, porté par un réseau d'acteurs et d'actrices, le combat de Patino impose une restructuration des justifications déployées autour des pratiques de ces tests, d'un argumentaire centré sur la distinction entre des avantages physiques dus et indus. Et finalement, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, et ce qui est le cas pour Caster-Semenya aujourd'hui, c'est cette notion d'avantage physique qui devient centrale. Si Martinez-Patino exige l'étude de sa réintégration, ce n'est plus seulement en vertu de son sexe vécu et de sa socialisation comme femme, mais bien parce que les résultats obtenus lui permettent de traduire cette situation dans les catégories institutionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'aurait pas eu d'avantage significatif par rapport à ses pairs de la catégorie d'âme. C'est bien cette problématique qui devient le fondement de la justification des contrôles et qui permet de mieux comprendre l'attachement des dirigeants sportifs à une bicatégorisation sexuée. Pourquoi ils veulent bicatégoriser? Pourquoi les femmes d'un côté et les hommes de l'autre et qu'ils se battent contre les femmes qu'ils jugent trop masculines ou trop fortes? C'est parce qu'on part du principe que les femmes doivent rester moins fortes, moins rapides, moins robustes et c'est ça qui constitue, si vous voulez, la catégorie dite d'âme. Et donc, conformément à l'éthique du fair play, forme d'égalité sur la ligne de départ qui doit permettre aux meilleurs de gagner, protégée par de nombreux règlements, les participantes et les participants sont sélectionnés et autorisés à s'affronter au sein de sous-groupes structurés en fonction de divers critères. La performance, les différents types de handicap, l'âge, le poids dans certaines disciplines. Pourquoi ce principe de catégorisation? En amont, il régule, si vous voulez, donc, comme je vous l'ai dit, en amont, les avantages physiques. Et surtout, du coup, il répond au principe de la garantie d'une incertitude de résultat. On entend souvent dans les instances dirigeantes sportives ou même partout dès lors qu'il y a du sport à haut niveau, les femmes à haut niveau n'ont aucune chance contre les hommes à haut niveau. Et donc, pourquoi? Puisque qu'il s'agisse de compétitions d'élite, de pratiques amateurs,
la non-mixité dans les compétitions est donc la norme dominante. Femmes, hommes concourent dans des catégories distinctes, chacune avec ses types d'épreuves, ses barèmes et ses records. Et les corps masculins et féminins sont explicitement hiérarchisés. Et sur quoi repose cette hiérarchie? Elle est elle-même naturalisée. C'est le principe que les hommes seraient biologiquement plus rapides, plus puissants, plus endurants, etc. Donc, vraiment, retenez cette notion d'avantage physique. En 2015, alors que la procédure des contrôles de genre a évolué, on est donc passé des évaluations de taux hormonaux, des androgènes notamment, exercées de manière aléatoire. Patino est à nouveau amené à se prononcer publiquement sur ces questions, cette fois-ci en qualité d'experte auprès de la commission médicale du CIO, suite à sa reconversion dans cette organisation après sa retraite sportive. Quel est le contexte? Le contexte est celui de la sentence arbitrale provisoire du tribunal arbitral du sport, évoquant la plainte de Dutee Chand, une jeune sprinteuse indienne refusant sa suspension fédérale pour un hyperandrogénisme, dont les instances fédérales considèrent qu'il est à la source d'un avantage déloyal sur ses concurrentes. La réglementation sur l'hyperandrogénisme féminin, qui impose, je cite, un niveau de testostérone inférieur ou égal à 10 nanomoles par litre de sang pour les compétitions, comme plafond à la participation des femmes, est appliquée par la Fédération internationale d'athlétisme et la Fédération internationale de foot depuis 2011 et par le CIO depuis 2012. Et finalement, ce règlement est explicitement mis en cause par Dutee Chand, surtout aussi les traitements prescrits visant à réduire le taux d'androgène. C'est-à-dire qu'avec ces règlements, soit vous respectez et vous produisez un taux inférieur ou égal à 10 nanomoles de testo de litre dans le sang, soit on vous invite, non, on vous invite pas, vous êtes dans l'obligation de prendre des médicaments pour réduire vos taux d'androgène. Et j'insiste, ces taux sont produits naturellement, comme je l'ai dit dans mon préambule, il n'y a pas question de dopage. À cette occasion, fait surprenant, un collectif composé d'anciennes athlètes, dont la grande championne de marathon Paula Radcliffe, et on y retrouve Martinez Patino, des membres du monde scientifique et médical, donc de nombreux obstétriciens, gynécologues, des médecins du sport comme Stéphane Bermond, ainsi que des acteurs des instances sportives, vont s'exprimer en faveur du maintien des réglementations sur l'hyperandrogénisme féminin, malgré l'absence de consensus scientifique sur la corrélation entre niveau de testostérone et performance. Retenu comme expert témoin pour la Fédération internationale d'athlétisme, Patino va alors produire pour le tribunal arbitral du sport un rapport d'expertise en date du 30 janvier 2015. Elle y est présentée comme une ancienne athlète de haut niveau, entraîneur national d'athlétisme, professeure à la faculté des sciences du sport à l'université de Vigo et donc experte indépendante de la commission médicale du CIO depuis 2013. Sa reconversion professionnelle comme universitaire, après la réalisation d'une thèse en 2006 sur la participation et les performances des femmes en athlétisme, puis son recrutement à l'université, double son expérience sportive d'une légitimation tirée de ses recherches actuelles, en partie sur des questions liées au genre de la pratique sportive. Tout en admettant qu'elle n'est pas spécialiste en endocrinologie, Patino se déclare dans ce rapport en total accord avec la majorité des experts sur le fait que les différences de taux de testostérone entre hommes et femmes procurent, au premier, un avantage compétitif. Ainsi, elle juge que ces règlements ont pour objectif de faire respecter l'équité dans le sport en permettant aux athlètes féminines de concourir sur un pied d'égalité. Dans l'ascendance arbitrale, il est également rapporté que Patino a été interrogée sur un article dans lequel elle expliquait son opposition à la réglementation de l'hyperandrogénie pour des raisons de protection de la santé des athlètes qui, si leur carrière et sélection sont menacées, seront poussés à accepter des traitements hormonaux jugés inutiles. En effet, les règlements contraignent les athlètes qui dépassent le seuil autorisé à subir des traitements pour abaisser leur taux d'androgène afin de pouvoir concourir. Or, en plus de la baisse de performance concomitante à la suspension des entraînements, plusieurs études menées à partir d'importantes cohortes de femmes suivant ces traitements pour des raisons non médicales ont montré qu'ils provoquent des effets secondaires sérieux. Troubles diurétiques, intolérance au glucose, résistance à l'insuline, fatigue, maux de tête, bouffées de chaleur. De plus, ces traitements nécessitent un suivi médical constant, au coût financier non négligeable, car certains anti-androgènes peuvent causer par exemple des déficiences importantes de cortisol et donc des risques non seulement pour la carrière des athlètes, mais aussi pour leur santé. Ces éléments redoublent la discrimination économique déjà à l'œuvre dans l'accès des femmes au sport. Patino justifie alors son positionnement de la façon suivante.
Avant d'être membre de la commission médicale du CIO, son opinion était influencée par son expérience de l'échec au contrôle de genre. Mais sa compréhension des données scientifiques et médicales qui sous-tendent les règlements sur l'hyperandrogynie a évolué, dit-elle, au contact des instances de régulation dont la mission est d'assurer cette fameuse équité des compétitions. De son expérience, elle met en avant auprès du tribunal arbitral du sport la violation du secret médical dont elle a été victime en soulignant la responsabilité des instances dirigeantes dans la préservation de la confidentialité. Son propos consiste à recommander des réformes dans le déroulement des tests en conseillant la présence de psychologues lors des examens. Elle insiste sur le fait que les nouveaux règlements ne doivent pas remettre en question le sexe de l'athlète, comme elle l'avait fait précédemment dans une autre publication. Pour elle, la problématique centrale, quelle est-elle? C'est que le taux de testostérone naturel jugé de ces athlètes et la corrélation supposée entre ce taux et l'avantage physique conféré. Ainsi, Martinez-Patino, dont la position a été réhabilitée et l'expertise reconnue par les institutions qu'elle a jadis combattue, mais aussi en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, va contribuer à la légitimation de ses discours depuis ce positionnement mixte. Qu'est-ce qu'elle fait ici, Martinez-Patino? Finalement, elle naturalise une nouvelle ligne de fracture, non pas cette fois entre vraies femmes, entre guillemets, et athlètes intersexes, mais bien même au sein, cette fois-ci, des athlètes intersexes, sur la question de ces avantages jugés injustes. Cette idée repose sur une hiérarchisation des avantages physiques selon des critères extra-scientifiques. Des variations dans les taux endogènes d'androgènes seraient alors un avantage d'une nature différente qu'une grande taille en saut en hauteur ou en basket, un rythme cardiaque très lent ou même, dans certaines disciplines, une grande élasticité des articulations. Or, la Fédération internationale d'athlétisme va se trouver sommée par le tribunal arbitral du sport dans son verdict du 27 juillet 2015, de suspendre pendant 2 ans son règlement relatif à l'hyperandrogénisme et de fournir pendant cette période la preuve que le taux de testostérone des athlètes leur procure un avantage injuste vis-à-vis des autres concurrentes. Le tribunal va autoriser Dutty Chand à concourir de nouveau, estimant qu'il manque, je cite, d'évidence scientifique qui attesterait l'impact du taux de testostérone sur la performance sportive. En réponse, 2 ans après, l'étude de la Fédération internationale d'athlétisme, rendue en juillet 2017, à partir de plus de 2000 données associant meilleure performance d'athlètes hommes et femmes et leur taux de testostérone, va conclure que les femmes au plus haut taux de testostérone ont de meilleures performances dans certaines disciplines, soit le lancer de marteau, le saut à la perche, le 400 mètres haie, le 400 mètres et le 800 mètres. Ces résultats mettent en évidence la difficulté de définir un critère de performance unique lorsqu'on se place au niveau du sport en général, avec ces différentes disciplines qui chacune valorise des dispositions physiques particulières. On ne doit pas avoir les mêmes avantages physiques si l'on fait du basket, de l'escalade, du foot, de la gymnastique ou de la natation. L'étude ne parvient toutefois pas à démontrer que ces athlètes femmes ont un niveau de performance qui se rapproche de celui des athlètes masculins, ce qui justifierait leur exclusion de la catégorie dames pour des impératifs de fair play. Toutes les femmes dont je vous parle là, Dutty Chand, Caster Semenya, Maria-Josée Patino en son temps, sont très loin des performances masculines. Une petite idée, pour Semenya par exemple, qui court en 1 minute 55 au 800 mètres, elle a 15 secondes de différence avec les meilleures performances masculines. Et si vous connaissez le 800 mètres, 15 secondes, c'est juste énorme. Et avec de tels temps, Caster Semenya ne peut même pas être qualifié pour les championnats de France des hommes. Dans cette étude, il y a aussi un scandale, l'introduction dans l'échantillon de sportifs dopés, ce qui, pour revenir à mon préambule, introduit à nouveau une confusion entre des taux endogènes et exogènes de testostérone. C'est un biais qui laisse ouvert le débat sur ce fameux lien entre, d'une part, sécrétion naturelle de testostérone et performance, et d'autre part, l'exigence d'un avantage et sa qualification comme injuste ou déloyale. Après la publication de ces résultats, Patino va s'éloigner de ces règlements. Voilà. En dépit de l'actualité de la recherche, la Fédération internationale d'athlétisme, donc son étude est extrêmement critiquée et finalement ne parvient à prouver que peu de choses. Tout de même, l'IAF va maintenir l'existence d'un seuil maximal de testostérone comme condition à la participation des candidates chez les dames dans les derniers règlements entrés en vigueur. Donc c'est assez récent, hein. Ces règlements sont entrés en vigueur en novembre 2018. Et il ne se contente pas ça, il
ils en abaissent même la valeur et on passe de 10 nanomoles par litre de sang à 5 nanomoles par litre de sang. Pour la compétition, les athlètes dont le taux androgène est supérieur à ce seuil doivent à nouveau subir un traitement visant à abaisser leur taux d'androgène ou alors sont invités à aller s'inscrire chez les hommes. Donc on voit bien l'hypocrisie tout en sachant qu'elles n'ont aucune chance de qualification chez les hommes et que ce sont bien des femmes. Cette alternative entre atteinte à l'intégrité corporelle et à la dignité constitue une violence symbolique à l'encontre de ces femmes, inclassable aux yeux des institutions sportives. Et Caster Semenya a engagé alors, à son tour, auprès du tribunal arbitral du sport, en 2019, une procédure pour contester ces règlements. Cependant, elle a perdu. Le tribunal arbitral du sport a donné raison, cette fois-ci, à la Fédération internationale d'athlétisme. Qu'est-ce qu'il est dit ? Le tribunal arbitral du sport estime que ce règlement est bien discriminatoire. C'est écrit noir sur blanc. Donc, ils acceptent une discrimination. Mais le tribunal arbitral du sport, en revanche, juge, sur la base des preuves soumises par les parties en cours de la procédure, qu'une, je cite, telle discrimination constituait un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d'atteindre le but recherché par la Fédération internationale d'athlétisme, à savoir de préserver l'intégrité de l'athlétisme féminin dans le cadre de certaines disciplines. Ce règlement ne s'applique plus que pour du 400 mètres au miles. C'est-à-dire que si vous faites du lancer de marteau et vous présentez ce qu'on appelle de l'hyperandrogénisme, vous pouvez pratiquer. Si vous faites du 200 mètres, vous pouvez pratiquer. Seules les disciplines allant du 400 mètres au miles sont incriminées. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure cette femme et cette championne exceptionnelle qui est Semenya, qui remet en cause la fameuse bicatégorisation sexuelle, n'est pas directement ciblée, puisque ce sont les disciplines où elle s'aligne. Semenya perd contre le tribunal arbitral du sport, mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle décide de faire appel devant le tribunal fédéral suisse, qui a rejeté à son tour son recours contre le tribunal arbitral du sport. Rappelant que sa compétence était de savoir si le tribunal arbitral du sport avait violé dans cette affaire les principes fondamentaux de l'ordre public, le tribunal fédéral suisse a souligné dans un communiqué de presse que ce n'était pas le cas dans cette affaire. Pour lui, le tribunal arbitral du sport a examiné le cas de manière complète et en consultant de nombreux experts qui se sont prononcés de façon unanime. Ces derniers ont estimé que ces femmes possèdent un taux de testostérone comparable à celui des hommes, qui leur donnerait alors un avantage insurmontable sur leurs concurrentes. J'ai encore un peu de temps ? Oui, non ? Oui, oui, oui. Ah, super. J'ai encore combien de temps ? Suspense. Bon, je continue. 5 minutes, ainsi ça fait 10 minutes pour les questions-réponses. Génial, je finis. Super, merci beaucoup. Donc, le tribunal fédéral suisse va noter également que le TAS a pris en compte dans sa décision les intérêts des femmes concourant dans la catégorie féminine. Et il est bien marqué dans la décision que ce règlement ne viserait pas à mettre en question le sexe féminin des athlètes impliqués. En attendant, ces 3 athlètes qui présentent de l'hyperandrogénisme féminin que je vous mets sur mes diapos sont interdites de participer au championnat du monde de Doha en 2019 et de concourir du 400 au miles, comme la coureuse kenyane Margaret Wambi ou encore l'athlète du Burundi Francis Nyansaba. Et elles n'ont plus le droit de courir sur 800 mètres, sauf si elles acceptent des traitements médicamenteux pour diminuer leur taux de testostérone. Et on vient d'apprendre il y a 2 jours, le 18 novembre 2020, par le biais de ses avocats internationaux, que Semenya va contester devant la Cour européenne des droits de l'homme le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Donc, cette affaire est amenée à continuer et on aura des nouvelles. Et j'ai tendance à penser que la Cour européenne des droits de l'homme va aller à l'encontre de l'IAF, du tribunal arbitral du sport et du tribunal fédéral suisse, puisque là, on voit bien que le monde du sport se situe au-dessus des lois, finalement. De quel droit on impose à des corps sains un traitement médicamenteux, puisqu'on estime qu'elles produisent trop de testostérone et qu'elles sortent d'une moyenne jugée arbitraire. Enfin, pas jugée d'ailleurs, une moyenne qui peut être arbitraire. Voilà, on pourra y revenir. Pour conclure, quelles sont les problématiques, les vraies problématiques que cela soulève et qu'est-ce que ça veut dire du mouvement sportif? On peut se demander si le mouvement sportif, en souhaitant réguler les modalités de participation aux épreuves de compétition, ne régule pas plutôt les seuils de performance en imposant une grille d'intelligibilité des corps féminins visant à limiter les performances.
contre une naturalisation de la performance sportive qui découlerait alors strictement du taux de testostérone présenté par les athlètes, les conditions générales d'entraînement, d'encadrement, d'apprentissage, des techniques, de spécialisation corporelle, toutes, et on le sait bien, et on le verra aujourd'hui, différenciées en termes de genre, en restent les principaux éléments explicatifs. Il est notamment admis qu'un entraînement intensif qui augmente la masse musculaire accroît le nombre de récepteurs et les effets anaboliques de la testostérone, pour les hommes comme pour les femmes. Ici, les composantes sociales, culturelles, économiques, environnementales, politiques, religieuses et génétiques forment un ensemble indissociable, un ensemble certes complexe, mais un ensemble indissociable pour expliquer la performance sportive. Et considérer alors que ces athlètes tirent de leurs conditions des avantages injustes revient à leur dénier les qualités de travail, de persévérance et d'engagement. Il suffit de s'intéresser au monde du sport et au sport de haut niveau et d'être passionné par le 800 mètres comme moi et d'aller s'intéresser aux qualités de Caster Semenya et à son entraînement. Elle mange course, elle vit course, elle dort course. Bref, je ferme la parenthèse. Les autres athlètes de la catégorie dames, toutes les autres, seraient alors plus méritantes à supposer qu'il soit possible de distinguer ceux qui relèveraient du purement biologique. Finalement, les problématiques esquissées à travers la trajectoire de Patino et de Semenya dépassent, je crois, la question de la seule assignation de sexe et nous invitent tous et toutes à problématiser et à politiser la pénalisation de certaines différences naturelles congénitales. Ces interrogations perturbent la manière dont on conçoit toutes et tous la structuration de la compétition sportive en fonction de groupes strictement différenciés et exclusifs dont les réglementations successives visent à assurer les fondements scientifiques et éthiques. L'exploitation des qualités naturelles afin d'optimiser la performance est de plus au cœur de l'entraînement et du sport de haut niveau. Ainsi, la gageure de légiférer sur un critère aussi indéfinissable que l'avantage physique, en remplacement du critère de sexe, amène à ce que le sexe des femmes, contrôlé, soit alors artificiellement paramétré afin que les aptitudes physiques qu'ils déterminent, et ces aptitudes physiques doivent rester acceptables pour une femme. La testostérone, si elle est considérée comme un avantage potentiel dans la plupart des disciplines sportives, personne ne le remet en question, n'est pourtant autorisée aux femmes qu'en quantité dite insignifiante. Or, les athlètes intersexes, ou non d'ailleurs, peuvent bouleverser l'ordre symbolique qui stipule arbitrairement que le comportement et l'identité sociale, le genre, sont nécessairement corrélés avec la biologie, le sexe, et que la matérialité du sexe est un fait biologique incontestable, assimilant alors les corps intersexes à la déviance, à la fraude et surtout à la pathologie. Cette matérialité du sexe a été recherchée d'abord dans l'ADN, puis dans la sécrétion d'androgènes, sans qu'un seuil maximal ne soit corrélativement imposé aux hommes, au-delà duquel on considérerait alors qu'un homme produit naturellement trop de testostérone par rapport à ses concurrents. On pourrait aller voir le taux de testostérone de Teddy Riner, par exemple. Si des seuils sont ainsi calculés, au-delà desquels une femme n'est plus ou plus vraiment une femme, un homme ne semble pas pouvoir être trop homme, ni dans le cadre du sport, pas assez. L'équité sur le terrain, principal argument brandi par les institutions sportives, souffre, je crois, d'une approche déséquilibrée en termes de genre et de sexe, et de telles pratiques conforment alors une forme de police et de fabrique du vrai sexe, pour reprendre le vocabulaire foucaldien. Et je conclus vraiment. Je n'approfondirai pas aujourd'hui, car je suis encore aujourd'hui, puisque vous avez vu, ça ne cesse de bouger. Là, Semenya, on vient d'apprendre quelque chose il y a 2 jours. Je suis actuellement en train d'étudier en détail tous les nouveaux règlements de l'IAAF, ainsi que la très longue sentence du tribunal arbitral du sport. Et j'émets une hypothèse que je vous propose, que la testostérone, finalement, ne serait qu'un alibi. Et que finalement, la testostérone n'est pas le facteur déterminant pour exclure certaines femmes des compétitions. Pourquoi je vous dis ça? Pour aller vite. Le règlement ne s'applique pas à toutes les femmes 46XY avec un fort taux de testostérone, mais seulement à celles qui ont des caractéristiques sexuelles secondaires jugées comme masculines. La voix, la distribution des cheveux, le développement mammaire, la taille du clitoris. Et surtout, ayons bien en tête que ce jugement selon le point 3.10 du règlement ne revient qu'à l'appréciation d'une seule personne, le directeur manager médical de la Fédération internationale d'athlétisme. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Boyon, pour votre intervention. Nous allons maintenant vous soumettre les questions que votre exposé a fait naître.
Ouf. Exposé, j'ai envie de dire bouleversant parce qu'il nous apprend énormément de choses que, j'ai envie de dire, l'amateur moyen de sport ne connaissait pas dans ces détails. Félicitations pour votre exposé. Les questions que nous avons reçues, alors il y a des questions qui sont... Écoutez l'exposé, gérer les questions en même temps, c'était difficile cette fois-ci. Donc, il est apparu pour certains auditeurs que la testostérone était une forme était assimilée, pouvait être assimilée au dopage, ce qui est vrai. On peut se doper avec de la testostérone, et donc c'est pour ça que les taux endogènes de testostérone élevés étaient rejetés. Donc ça, c'est plusieurs questions qui ont été posées. Vous y avez, je pense, déjà bien répondu pendant votre exposé. Alors, une question qui ne va pas résoudre, une question qui est intéressante mais qui ne va pas résoudre le problème dans le sport, qui est la question est la suivante. Face à la multiplicité des sexes qui contredisent la bicatégorisation, ne devrait-on pas éliminer celle-ci sur la carte d'identité et que cette distinction dualiste ne soit plus un critère pour quoi que ce soit? Alors, je pense qu'elle peut déjà elle était déjà éliminée, cette bicatégorisation est déjà éliminée dans certaines circonstances, mais que pensez-vous de la question qui nous est posée? Alors, c'est une question intéressante. Souvent, je suis confrontée à cette question. Il faudrait abolir la catégorisation sexuée et ne plus faire les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et aller vers la mixité. Et en plus, on m'a aussi proposé l'idée de développer une catégorie du troisième sexe ou du troisième genre, etc. Et je pense que, alors moi, je ne vais parler que du monde du sport, hein, puisque c'est ma spécialité et je ne parle pas dans la vie de tous les jours. Je pense que dans le monde du sport aujourd'hui, c'est une problématique impossible et qu'il faut bien respecter la mixité, les femmes à haut niveau, j'entends, hein, les femmes d'un côté et les femmes de l'autre. Et que, alors ça, c'est mon premier argumentaire, puisque le retard dans l'accès de la mise en mouvement des corps des femmes est tel, je pourrais prendre ma casquette d'historienne, j'ai fait ma thèse sur l'accès des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1920 en France, en regardant les discours médicaux et toutes les résistances, les freins auxquels elles ont été confrontées, on a un siècle de retard dans la mise en mouvement de nos corps, et cette désportivisation, si vous voulez, amène au fait qu'à haut niveau, les femmes ont des records moindres. Et si on démixait les catégories, on se retrouverait avec des catégories absolument masculines. Les femmes n'auraient aucune chance à haut niveau dans la majorité des disciplines. Ça, c'est ma première idée. Donc, je pense qu'il ne faut pas envisager le monde du sport de haut niveau d'un point de vue mixte. La deuxième problématique est que souvent, on a tendance à oublier que Maria-José Patino, Caster Semenya, Duty Chand, ces femmes dont je viens de vous parler, mais je pourrais les multiplier à l'infini, elles nous disent, quand on les rencontre, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis née comme une femme, comme une petite fille. Sur mes papiers d'identité, il y a un F. Si je n'avais, beaucoup disent ça, c'est un discours très, que j'ai retrouvé énormément. Beaucoup disent, si j'avais jamais fait de sport de haut niveau, jamais j'aurais vécu ça. On ne m'aurait jamais demandé de justifier mon identité sexuée et j'aurais vécu, mais tellement, j'aurais été tellement heureuse et j'aurais pas souffert à ce point-là. Et donc, on voit bien que cette question se pose uniquement dans le sport, mais comme j'ai essayé de le montrer, d'un point de vue de l'avantage physique qui dérange chez les femmes. Et donc, il ne faut pas oublier que Caster Semenya, Duty Chand, Maria-José Patino, etc., se vivent en tant que femmes, se considèrent comme femmes, ont été assignées en tant que femmes à la naissance. Et donc, pour moi, c'est souvent un faux problème et un faux débat. C'est ce que je me tue à dire aux instances dirigeantes sportives dès lors que je les rencontre, puisque je suis une ancienne sportive ratée. Je sais ce que ça veut dire de vouloir l'équité et l'égalité dans les starting blocks. Moi-même, j'ai fait du 800 mètres. Il se trouve que j'ai été nulle. J'aurais préféré être sur les terrains sportifs aujourd'hui et m'entraîner à l'INSEP et pas être ici aujourd'hui. Bref. Et je sais ce que ça veut dire d'être confrontée à des femmes et des athlètes plus fortes. Mais c'est un vœu illusoire, l'équité, l'égalité à laquelle on veut nous faire croire, en fait. Ça n'existe pas dans les starting blocks. On est tous différents. Génétiquement d'ailleurs, même entre le groupe des femmes ou le groupe des hommes. Et en fait, du coup, il se trouve que pour le cas de Caster Semenya,
c'est juste une athlète exceptionnelle et plus forte que les autres, et qui a cet avantage, peut-être, encore faut-il parvenir à le prouver, on a vu que c'était bien plus complexe que ça, qui a peut-être aussi l'avantage de la production de son taux de testostérone, qui est, je le rappelle, naturel, endogène. Il n'est absolument pas question de triche. Je vais poser rapidement une question qui concerne non pas les femmes, mais les athlètes. On remarque qu'en sprint, les athlètes noirs sont nettement plus performants que les athlètes blancs et qu'il a fallu attendre 2010 et Christophe Lemaître pour avoir un athlète blanc qui descende en dessous des 10 secondes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des avantages particuliers et on parle même de différences génétiques? Là, c'est tout à fait endogène, on ne sait pas on ne sait pas se les injecter, qui font que chez certains athlètes, les performances sont plus élevées. Donc, j'ai lu, mais je ne suis pas spécialiste du domaine, que certains athlètes jamaïcains ont une variante génétique alors c'est le gène ACTN3 qui ont une variante active et que 80% des athlètes jamaïcains de haut niveau ont cette variante active qui pourrait expliquer leur performance supérieure. Ce que vous avez très bien souligné, c'est que chez le sportif lambda, les différences génétiques et les différences endogènes ne provoquent pas des résultats supérieurs et que l'effet de l'entraînement, de la technique et de tout le travail de l'athlète ne s'exprime, ne marque sa différence que ces entraînements sont là. Donc, absolument. Je vais peut-être laisser Gilles Goudgeber intervenir. Il a peut-être une question dans le même ordre avant que vous ne répondiez parce que le temps passe et on aimerait entendre votre réponse. Ah, j'entends pas. Fanny, il faudrait donner la parole à Gilles. Je n'ai pas la main, Gilles, on ne vous entend pas. Je ne sais pas allumer votre micro. Là, comme ça va mieux? Oui, parfait, merci. Super. Bon. Moi, je suis comme Anaïs Buon, c'est une problématique qui me passionne depuis des années et j'en suis au stade où je me dis que le problème a été mal emmanché. Dès le départ, on a voulu autoriser ou ne pas autoriser des athlètes à concourir sur la base de leur production de testostérone et la question était de savoir s'il y avait corrélation avec la performance et puis tout a, à mon avis, été à volo à partir de là. Je crois qu'il aurait bien mieux valu dire que oui, effectivement, il y a quand même pas mal d'arguments qui laissent penser qu'il y a cette corrélation entre testostérone et performance. Elle n'est peut-être pas aussi évidente que dans l'esprit de beaucoup de gens, mais probablement qu'elle existe et qu'elle explique d'ailleurs des records féminins qui ont été établis à l'époque où on prenait beaucoup de testostérone sans être sanctionné et qui ne sont toujours pas battus aujourd'hui. Donc je crois que moyennant effectivement un tas de mises en garde, mais il doit y avoir un fond de vérité dans cette corrélation. Mais le problème n'est pas là. En fait, il y a beaucoup d'anomalismes génétiques qui procurent un avantage dans le sport. Okay. Je vous donne 3 exemples, mais il y a un basketteur roumain qui s'appelait Georges Mureșan qui est arrivé à 2,30 m parce qu'il avait une petite tumeur sur l'hypophyse qui le faisait sursécréter de l'hormone de croissance. On ne l'a jamais empêché, c'est une pathologie pourtant, on ne l'a jamais empêché de faire carrière, il a été jusqu'en NBA. J'ai encore l'autre exemple, c'est le plus grand nageur de tous les temps, Michael Phelps. Ouais. Il est atteint d'une maladie de Marfan. Ça lui procure un avantage, notamment au niveau de la souplesse articulaire. Vous en aviez dit un mot. Là encore, c'est une anomalie génétique. Il en tire un avantage. Personne ne songe à le sanctionner. Et le troisième exemple, c'est un skieur de fond finlandais qui s'appelle Eero Mäntyranta et qui a fait carrière il y a quelques décennies et qui était sursécréteur, ainsi d'ailleurs que toute sa famille, sursécréteur d'érythropoïétine, donc de la fameuse EPO. Mmh. Donc, c'est pour dire que effectivement, certaines personnes, du fait de leur hyperandrogénie, tirent un avantage dans le sport. Je crois qu'on peut admettre ça sans offusquer grand monde, mais que ça n'est pas une raison valable pour établir des critères d'exclusion. Mmh. Tout à fait. Un grand merci pour ces exemples. J'en connaissais quelques-uns, mais sur le skieur finlandais, pas du tout. Donc, merci beaucoup. Je trouve ça absolument juste et c'est un petit peu ce que j'essaye de défendre dans mes travaux. Et en fait, du coup, ça me renvoie à la problématique de pourquoi ça pose problème. Pourquoi ces exemples-là,
on leur interdit pas. Et je crois vraiment, c'est ce que j'essayais de dire en conclusion, c'est que c'est la testostérone, c'est cette hormone, la représentation sociale qu'on attribue à la testostérone, c'est l'apanage de la masculinité et de la virilité. Et dès lors qu'une femme va pouvoir en produire, ce n'est pas accepté. Et c'est ça la différence qui fait qu'on exclut. Si peut-être Semenya avait une différenciation génétique autre, elle serait en train de s'entraîner actuellement. Mais je crois que la problématique, alors je fais vite, mais c'est vraiment la question de cette hormone qu'on dit masculine, alors qu'on sait que les corps des hommes et les corps des femmes produisent de la testostérone, qui pose vraiment problème. Et pour vraiment conclure, pour vous répondre sur la question des athlètes noirs, alors il y a les travaux, par exemple, passionnants de Manuel Chotet sur les coureurs marocains pour justement réfléchir à cette éventuelle excellence, ce talent qu'on leur attribuerait sur les courses de demi-fond, ou les travaux de Nicolas Martin Breteau sur le corps noir. Et en fait, je vais faire vite parce qu'on pourra en passer des heures. Je vous remercie parce que cette question est passionnante. Ces deux auteurs montrent bien que pour expliquer la performance de ces corps noirs ou alors des Marocains, c'est un ensemble indissociable de composantes. Et pour comprendre déjà qui sont ces corps noirs qui excellent en sprint, c'est pas des corps noirs finalement. Ce sont des Africains-Américains, des Caraïbéens. Ce ne sont pas des Kenyans ou des Brésiliens ou des Indiens ou autres. Donc derrière, il y a un facteur, il y a des composantes. Il faut le penser en ensemble pour la performance sportive. Et des composantes historiques, culturelles, sociales, environnementales, politiques et bien évidemment, vous avez raison, génétiques. Puisque l'environnement, la politique va avoir une incidence évidente sur les muscles, le corps, etc. Mais voilà ce que je pouvais répondre à cette question-là. Je vous remercie pour vos interventions.